Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était figée dans une solennité presque étouffante. Le bois sombre des bancs, poli par des décennies de procès, absorbait les murmures et renvoyait une gravité lourde, presque oppressante. À l'avant, derrière son bureau surélevé, le juge Robert H. Whitmore ajustait lentement ses lunettes, l'air blasé, comme un homme qui pensait déjà connaître la fin de l'histoire avant même qu'elle ne commence. C'était une affaire banale. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Au centre de la salle se tenait une fillette d'à peine 10 ans, trop frêle pour le décor imposant qui l'entourait. Ses pieds ne touchaient presque pas le sol depuis la chaise des témoins. Elle portait une robe simple, légèrement trop grande, comme si elle avait été empruntée à la hâte. Ses cheveux bruns étaient attachés maladroitement, mais son regard était d'une étrange maturité. Elle s'appelait Emily Carter. Personne ne savait vraiment pourquoi elle était là. Ni les avocats. Ni le public. Pas même le juge. L'accusé, un homme influent, protégé par un bataillon d'avocats, affichait un sourire confiant. Il jouait machinalement avec sa montre de luxe, persuadé que ce procès se terminerait comme tous les autres, en sa faveur. Emily n'était, à ses yeux, qu'un détail insignifiant. Le juge tapota légèrement son marteau. « Mademoiselle Carter, vous comprenez que ce tribunal est un lieu sérieux ?» demanda-t-il d'un ton presque condescendant. Emily hocha la tête. Puis, sans trembler, sans détourner les yeux, elle parla d'une voix douce mais étrangement assurée. « Je peux lire dans votre esprit. » Un rire nerveux parcourut la salle. Le juge lui-même ne put s'empêcher de sourire. « Voilà qui est original, » répondit-il, amusé. « Et que lisez-vous exactement, jeune fille ?» Emily ne répondit pas tout de suite. Elle observa le juge. Longuement. Comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Comme si elle attendait que ses pensées cessent de courir. Le sourire du juge se figea légèrement. « Je vois un homme qui dort mal depuis 20 ans, dit-elle enfin. Un homme hanté par une décision qu'il a prise un soir de novembre, et par un nom qu'il n'a jamais osé prononcer à voix haute. » La salle se tut. Le juge sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. Personne, absolument personne, ne connaissait ce détail. Emily baissa alors les yeux, comme si ce qu'elle s'apprêtait à révéler était trop lourd pour une enfant. « Vous riez, monsieur le juge, mais ce que je sais ne vient pas de la magie. Ça vient d'un secret que vous avez enterré, et qui ne voulait pas mourir. » Pour la première fois de sa carrière, Robert H. Whitmore eut peur. Et sans le savoir, toute la salle d'audience venait d'entrer dans un procès bien plus dangereux que celui inscrit à l'ordre du jour. Le procès de la vérité. Le marteau du juge s'abattit sur le bois avec un claquement sec. Assez de fantaisie. Le rire de Robert H. Whitmore résonna dans la salle, un rire maîtrisé, professionnel, celui d'un homme qui avait passé sa vie à écraser les émotions sous la rigueur de la loi. Quelques spectateurs l'imitèrent timidement. L'instant de malaise venait d'être balayé, du moins en apparence. Mademoiselle Carter, ce tribunal ne croit ni au tour de magie ni aux devinettes d'enfants. Emily ne réagit pas. Elle resta immobile, les mains posées sur ses genoux, les doigts légèrement crispés. Son regard ne quitta pas le juge, comme si elle le voyait sans le voir, comme si elle observait quelque chose derrière son visage. « Vous pouvez continuer votre témoignage, mais en restant dans le réel, » ajouta-t-il. L'avocat de la défense sourit, satisfait. L'accusé croisa les bras, déjà soulagé. Pour eux, tout était terminé. Emily inspira lentement. « Vous pensez à la montre que vous avez oubliée ce matin. » Le juge s'interrompit net dans ses notes. « Pardon ? Celle que votre femme vous a offerte pour votre promotion, le jour où vous avez promis d'être honnête. » Un murmure parcourut la salle. Le juge leva instinctivement son poignet. La montre n'y était pas. Coïncidence, trancha-t-il aussitôt, le visage plus fermé. Continuez. Emily pencha légèrement la tête. Vous pensez aussi à une voiture noire. Une pluie battante. Et à un homme qui criait votre nom dans l'obscurité. Le stylo du juge glissa de ses doigts et tomba au sol.
Un silence brutal s'abattit sur la salle d'audience. Robert Whitmore se pencha pour ramasser son stylo, tentant de masquer le tremblement de sa main. Ce souvenir n'existait nulle part. Pas dans les archives. Pas dans les rapports. Pas même dans sa propre famille. Ça suffit, lança-t-il, plus fort que nécessaire. Cet enfant est manifestement manipulé. Émilie serra les lèvres. Puis, d'une voix plus basse, presque compatissante, elle ajouta. Vous vous êtes dit, ce n'est pas ma faute. Vous aviez besoin que quelqu'un paie, et ce quelqu'un n'avait personne pour le défendre. Le juge se redressa brusquement. Garde. Mais avant que quiconque ne bouge, Émilie prononça la phrase qui fissura définitivement son assurance. Son nom était Daniel Brooks. Le juge pâlit. Ce nom n'avait jamais été prononcé dans cette salle. Jamais. Et pourtant, il venait de ressurgir. Dans la bouche d'une enfant qui n'aurait jamais dû le connaître. La salle retint son souffle. Le rire du juge venait de mourir. Le silence qui suivit le nom Daniel Brooks fut si lourd qu'on aurait pu entendre tomber une épingle. Le juge Robert H. Whitmore resta figé, le regard fixé droit devant lui, comme si la salle d'audience venait de disparaître autour de lui. « Qui vous a dit ce nom ?» demanda-t-il enfin, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle tourna légèrement la tête vers le public, où une femme se leva brusquement au dernier rang. Les huissiers s'approchèrent aussitôt, mais le juge fit un geste sec de la main. « Laissez-la. » La femme s'appelait Sarah Brooks. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux brûlaient d'une colère intacte, nourrie par 20 ans de silence et d'injustice. Elle n'avait jamais cessé d'assister aux audiences, aux commissions, aux faux espoirs. Toujours au fond de la salle. Toujours ignorée. Daniel Brooks était mon mari, dit-elle d'une voix ferme. Et vous avez détruit sa vie. Un tumulte éclata. Les avocats protestèrent, le greffier tenta de rétablir l'ordre. Le juge frappa son marteau, mais cette fois, le son manquait d'autorité. Ce tribunal n'est pas le lieu pour régler des comptes personnels, déclara-t-il mécaniquement. Émilie se leva alors pour la première fois. Petite. Droite. Inébranlable. Le dossier Brooks a disparu la nuit du 17 novembre 2005. Effacé des archives numériques. Brûlé en version papier. Le juge sentit son cœur se serrer. Ce soir-là, il pleuvait. Il avait signé trop vite. Il avait cru que personne ne remarquerait l'absence d'un homme sans relation, sans argent, sans importance. Comment une enfant pourrait-elle connaître ces détails, s'écria l'avocat de la défense, livide. Émilie se tourna vers lui. Parce que je n'ai pas appris l'histoire dans les livres. Je l'ai apprise en vivant avec ses conséquences. Elle se tourna lentement vers Sarah Brooks. Ma mère. Un souffle de stupeur parcourut la salle. Sarah porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. Émilie. Le juge se leva brusquement, renversant presque sa chaise. C'est impossible. Daniel Brooks n'avait pas d'enfant. Émilie s'approcha du banc du juge, sans peur. Il en avait une. Mais vous avez rayé son nom en même temps que le sien. Elle sortit alors de la poche de sa robe un vieux document jauni, soigneusement plié. Voici une copie du dossier que vous pensiez détruit. Le juge sentit ses jambes fléchir. Car ce document. Il reconnaissait sa signature. Le document tomba sur le bureau du juge dans un bruit sourd, comme un coup de tonnerre étouffé. Les yeux de Robert H. Whitmore parcoururent la page malgré lui. L'encre avait jauni, mais la signature, elle, était nette. Trop nette. La sienne. Cette pièce n'est pas recevable, s'écria un avocat, la voix tremblante. On ignore son origine. Mais personne n'écoutait plus vraiment. Le juge sentit sa gorge se nouer. Ce n'était plus un procès. C'était une exhumation. D'où vient ce document ? Demanda-t-il à Émilie, presque à voix basse. La fillette leva les yeux vers lui. Son regard n'était ni accusateur ni triomphant. Il était grave. Fatigué. Comme celui de quelqu'un qui porte un fardeau trop lourd pour son âge. D'un coffre que vous n'avez jamais osé ouvrir à nouveau. Un frisson parcourut l'échine du juge. Le coffre gris,
au sous-sol du vieux tribunal de Jackson County. Derrière l'armoire métallique numéro 6. Le juge recula d'un pas. Ce coffre existait. Personne, hormis lui, n'en connaissait l'emplacement exact. « Tu mens » murmura-t-il. Émilie secoua lentement la tête. « Je ne lis pas dans votre esprit, monsieur le juge. Je lis dans vos actes. » Elle se tourna vers l'assemblée. Mon père n'était pas innocent parce qu'il était parfait. Il était innocent parce que les preuves contre lui ont été fabriquées. Elle marqua une pause. Et parce que quelqu'un avait besoin d'un coupable rapide. Les murmures devinrent des chuchotements indignés. Les journalistes griffonnaient fébrilement. Les caméras, jusqu'alors interdites, semblaient presque invisibles tant l'instant était tendu. Sarah Brooks s'approcha, la voix brisée. « Il est mort en prison, 2 ans après votre verdict. » Le juge ferma les yeux. Il se revit 20 ans plus tôt. Pressé. Ambitieux. Convaincu qu'un homme comme Daniel Brooks n'aurait jamais les moyens de se défendre correctement. « J'ai appliqué la loi. » murmura-t-il. Émilie s'avança encore d'un pas. « Non. Vous avez appliqué la facilité. » Elle leva alors la main droite. « Aujourd'hui, je suis ici sous serment. Pas pour me venger. Mais pour que la vérité ait enfin un visage. » Le juge rouvrit les yeux. Et pour la première fois, ils étaient humides. « Si ce que vous dites est vrai » balbutia-t-il, « alors j'ai condamné un innocent. » Émilie hocha la tête. « Et vous le saviez dès le début. » Cette phrase tomba comme une sentence. Le juge comprit alors une chose terrible. Le verdict qu'il avait rendu autrefois allait enfin être révisé. Et cette fois, il était du mauvais côté du banc. Le marteau du juge resta immobile dans sa main. Pour la première fois en 30 ans de carrière, Robert H. Whitmore n'avait plus l'autorité de frapper. La salle d'audience semblait retenir son souffle, suspendu entre le passé et l'irréversible. Les regards n'étaient plus tournés vers l'accusé initial, oublié, effacé par une vérité bien plus lourde. Tous les yeux étaient désormais fixés sur le banc du juge. « Il y a encore quelque chose que vous n'avez pas dit » murmura Whitmore, la voix brisée, en regardant Émilie. La fillette inspira profondément. « Oui. » Elle se tourna vers le public, puis vers sa mère, Sarah Brooks, avant de revenir au juge. « Le secret que vous craignez le plus n'est pas celui d'avoir condamné un innocent. » Le juge serra les dents. « C'est celui d'avoir sauvé le vrai coupable. » Un choc parcourut la salle. Émilie sortit alors une seconde feuille, plus récente, protégée par une pochette plastique. L'homme que vous avez laissé libre cette nuit-là s'appelait Thomas Keller. Frère de votre meilleur ami. Le juge laissa tomber le marteau. Ce nom. Il l'avait étouffé pendant 20 ans. Vous avez déplacé les preuves. Vous avez modifié les témoignages. Et vous avez détruit une vie pour protéger la vôtre. Émilie releva la tête, les yeux brillants, mais sans haine. Je ne lis pas dans les esprits. J'ai grandi entourée de silence. Et les silences parlent. Sarah Brooks éclata en sanglots, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de délivrance. Le juge se leva lentement. Plus vieux. Plus petit. J'ai eu peur, avoua-t-il. Peur de perdre ma carrière. Peur de la vérité. Il regarda Émilie. Que veux-tu maintenant ? Émilie répondit sans hésiter. Que mon père soit réhabilité. Et que vous disiez la vérité. Ici, maintenant. Un long silence passa. Puis, d'une voix tremblante mais claire, Robert H. Whitmore déclara. Je reconnais avoir falsifié le dossier Brooks. Je reconnais avoir rendu un verdict injuste. Un brouhaha éclata. Les huissiers appelèrent au calme. Les journalistes se levèrent. Le juge posa son marteau sur le bureau. Ce tribunal est ajourné. Et moi, je me récuse. Émilie ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, elle n'était plus une fillette mystérieuse. Elle était la voix d'un homme enfin réhabilité. Et tandis que les portes de la salle s'ouvraient sur un monde bouleversé, une chose était désormais certaine. La vérité peut attendre. Mais elle n'oublie jamais.